Salut les amis, aujourd'hui, petit duel pour cette troisième partie des légendes mythiques. Nous allons débattre sur les meilleures légendes mythiques du paranormal, duel et victoire à qui aura la meilleure légende. Je suis chaud. Nous ferons 2 vidéos pour cette troisième partie du duel pour plus de plaisir. Je te laisse commencer, Tristan. Jimmy, tu as beau être le réalisateur de cette chaîne. Cela ne m'empêchera pas de te pulvériser. Allez, première légende, Hanako-san ou la Bloody Mary à la japonaise. Hanako-san est l'une des légendes les plus populaires et des plus effrayantes de l'archipel nippon. Dans le folklore japonais, Hanako-san, que l'on peut littéralement traduire par Mademoiselle Hanako, est une légende urbaine très populaire qui touche notamment les enfants et les adolescents. En effet, la légende raconte celle d'une jeune fille qui entrait les toilettes des écoles et des lycées. C'est d'ailleurs pour cette raison que la légende porte parfois le nom de Toir no Hanako-san, soit littéralement Hanako-san des toilettes. Les mythes qui planent autour de Hanako-san sont nombreux et variés. Chaque région de l'archipel possède sa propre version des faits, ainsi, l'apparence de Hanako diffère considérablement. Certains la décriront comme étant une jeune fille à l'allure typiquement écolière, les cheveux noirs coupés au carré, portant une chemisette blanche ainsi qu'une jupe rouge, tandis que d'autres la décriront davantage comme l'archétype du yurei. Cheveux longs et noirs, bras pendants, vêtus d'une longue robe blanche. Il existe ainsi de nombreuses versions de l'histoire originelle de Hanako-san. Selon certaines versions, Hanako aurait été une jeune enfant assassinée lors de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci jouait à cache-cache avec ses camarades mais fut tuée par un bombardement alors qu'elle tentait de se dissimuler dans un cabinet de toilette. D'autres en revanche voient plutôt Hanako comme étant une jeune fille, cette fois-ci plus mature, harcelée par un pervers proche professeur, famille, etc. Tentant d'échapper à son agresseur, elle se retrouve dans un cabinet de toilette mais c'est ici qu'elle se fait assassiner. D'autres encore la voient comme une étudiante qui se serait volontairement donné la mort dans ce cabinet de toilette, ou bien qui aurait sauté de la fenêtre. Dans tous les cas, le fantôme de la jeune Hanako n'a pas pu trouver la paix, puisque sa mort fut violente et qu'elle fut animée de sentiments forts lors de ses derniers instants. Ainsi donc, Hanako-san est réputée pour hanter traditionnellement le 3e cabinet de toilette du 3e étage, ce qui correspond dans la plupart des cas, aux toilettes des filles. Il est également à noter que dans la majorité des versions de la légende, Hanako-san ne s'en prend pas directement aux enfants, à condition que ceux-ci ne s'amusent pas à la provoquer et évitent de la croiser dans les lieux où elle a l'habitude d'apparaître. Selon la légende urbaine, il est prohibé de se placer face au miroir des toilettes du 3e étage et de prononcer 3 fois le nom de Hanako-san sans quoi, elle apparaîtrait derrière le provocateur et l'emporterait avec elle dans les toilettes. Si un élève désire utiliser les toilettes, il doit alors toquer 3 fois contre la porte et doit demander avec précaution. « Est-ce que tu y es, Hanako-san ?» Si celle-ci répond alors « Oui, j'y suis », il est fortement déconseillé d'entrer sous peine de se voir aspirer avec elle dans le cabinet de toilette. Cette pratique n'est pas sans rappeler la légende européenne de Bloody Mary. Au Japon, un certain nombre de tabous planent autour de ces « lieux d'aisance », qui sont ainsi considérés comme des lieux sales, impurs. Les toilettes des écoles sont davantage touchées par ces préjugés, ce qui explique donc parfaitement l'existence du mythe qui tourne autour de Hanako. La légende de Hanako-san, la jeune fille des toilettes, s'est fortement popularisée dans tout le Japon à partir des années 80. Elle effraya sévèrement les élèves des écoles, qui évitaient ainsi avec précaution les toilettes du 3e étage. Depuis lors, elle est d'ailleurs souvent représentée dans les médias modernes, films, livres, bandes dessinées, etc. Bien trouvé, mais t'en fais pas, tout n'est pas gagné. À mon tour. L'expérience russe sur le sommeil. L'expérience russe sur le sommeil. Les rations de nourriture des 5 jours précédents n'avaient pas été touchées. Il y avait des morceaux de chair des cuisses et du torse du sujet mort enfoncés dans le drain au centre de la chambre, le bouchant, et permettant à une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. La portion de cette eau qui était composée de sang n'a pas été déterminée. Les 4 sujets survivants avaient également de grandes portions de muscles et de peau arrachées de leur corps. La destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquait que les blessures avaient été infligées à la main, et non avec les dents, comme les chercheurs l'avaient pensé au début. Des observations plus précises de la position et de l'angle des blessures ont montré que la plupart des blessures, si ce n'était toutes, avaient été infligées par eux-mêmes. Les organes abdominaux sous la cage thoracique des 4 sujets avaient été retirés. Alors que le cœur, les poumons et le diaphragme étaient restés en place, la peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, permettant de distinguer les poumons à travers les côtes. Tous les vaisseaux sanguins et les organes étaient intacts,
Ils avaient simplement été retirés et posés par terre, répartis autour des corps éviscérés, mais toujours vivants, des sujets. L'appareil digestif des 4 sujets pouvait être observé en fonctionnement, digérant de la nourriture. Il a été très vite clair qu'ils digéraient leur propre chair, qu'ils avaient arrachée et dévorée durant les jours précédents. La plupart des soldats étaient des Russes d'un commando spécial affecté à l'installation, mais la plupart ont refusé de retourner dans la chambre pour en sortir les sujets tests. Ces derniers continuaient de crier pour qu'on les laisse dans la chambre et suppliaient qu'on remette le gaz pour qu'ils ne s'endorment pas. À la surprise de tout le monde, les sujets ont livré un combat violent lorsqu'on les a fait sortir. Un des soldats russes s'est fait déchirer la gorge et en est mort, un autre en est sorti gravement blessé, après s'être fait arracher les testicules et perforer une artère d'une de ses jambes par les dents d'un sujet. 5 autres soldats ont perdu la vie si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines suivant l'incident. Pendant le combat, la rate de l'un des sujets vivants s'est rompue et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est révélé inutile. On lui a injecté plus de 10 fois la dose maximale pour un humain d'un dérivé de la morphine, et il continuait de se battre comme un animal enragé, brisant les côtes et les bras d'un des docteurs. On a pu constater que le cœur a continué à battre pendant 2 minutes entières après que l'hémorragie l'ait amené à un point où son système vasculaire était rempli avec davantage d'air que de sang. Même après qu'il se soit arrêté, il a continué de crier pendant 3 minutes, s'efforçant d'attaquer quiconque venait à portée et répétant continuellement le mot plus de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il soit réduit au silence. Les 3 sujets tests survivants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale, les 2 ayant leur corde vocale encore intacte continuant de supplier le retour du gaz pour rester éveillés. Celui des 3 ayant le plus de blessures a été emmené dans le seul bloc opératoire dont l'installation disposait. Durant la procédure devant le préparer pour le replacement de ses organes internes, il s'est révélé immunisé aux sédatifs qui lui ont été administrés dans le but de le mettre en condition pour l'intervention chirurgicale. Il se débattait furieusement contre ses liens lorsque le gaz anesthésiant a été apporté pour le mettre hors de combat. Il a réussi à déchirer la quasi-totalité d'un bandeau de cuir épais de 10 cm attaché à un de ses poignets, même avec le poids d'un soldat de 90 kg qui essayait de maintenir ce poignet immobile. Une quantité juste supérieure à la normale a été nécessaire pour l'endormir, et à la seconde où ses paupières se sont fermées, son cœur s'est arrêté. Pendant l'autopsie du sujet test qui est mort sur la table d'opération, il a été révélé que son sang contenait 3 fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés et il s'était brisé 9 os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. La plupart à cause de la force que ses propres muscles avaient exercée sur eux. Le second survivant avait été le premier du groupe à commencer à crier. Ses cordes vocales étant détruites, il était incapable de supplier ou de protester contre l'opération, et il n'a réagi qu'en secouant violemment la tête pour montrer sa désapprobation lorsque le gaz anesthésique a été amené près de lui. Il a secoué la tête pour faire oui lorsque quelqu'un a suggéré, à contre-cœur, d'essayer l'opération sans anesthésie, et n'a pas réagi pendant les 6 heures qu'ont nécessité le replacement de ses organes abdominaux et la tentative de les recouvrir avec ce qu'il restait de peau. Le chirurgien présidant l'intervention n'arrêtait pas de répéter qu'il devrait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie. Une infirmière terrifiée qui assistait à l'opération a affirmé qu'elle avait vu la bouche du patient former un sourire plusieurs fois, à chaque fois que ses yeux croisaient les siens. Lorsque la chirurgie a pris fin, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à siffler fortement, essayant de parler en se débattant. Supposant que ce devait être important, le chirurgien a demandé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin afin que le patient puisse écrire son message. Il était simple, continuer à couper. Les 2 autres sujets tests ont subi la même intervention, tous les 2 sans anesthésie. Cependant, il a été nécessaire de leur injecter un paralysant pendant la durée de l'opération. Le chirurgien n'arrivait pas à effectuer la chirurgie pendant que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets pouvaient seulement suivre les médecins des yeux. Le paralysant a été éliminé de leur système après une période anormalement courte et ils ont rapidement essayé de s'échapper. Au moment où ils ont pu recommencer à parler, ils ont recommencé à demander le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient infligés ces blessures, pourquoi ils avaient arraché leurs propres entrailles et pourquoi ils voulaient de nouveau le gaz. La seule réponse qui a été donnée était « Je dois rester éveillé ». Les liens des 3 sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Les chercheurs, faisant face à la colère des bienfaiteurs militaires à cause de leur incapacité à atteindre le but qu'ils leur avaient fixé, ont pensé à les euthanasier. L'officier commandant, un ancien agent du KGB, a, au contraire, vu du potentiel en eux,
et a voulu voir ce qui se passerait si on les replongeait dans le gaz. Les chercheurs s'y sont formellement opposés, mais leurs objections ont été ignorées. Afin de les préparer à être de nouveau scellés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur électroencéphalographique, et leurs liens ont été renforcés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, ils ont tous les trois arrêté de se débattre au moment où quelqu'un a laissé échapper qu'on allait les remettre dans le gaz. Il était évident qu'à ce moment, ils avaient énormément de mal à rester éveillés. Un des sujets qui pouvait parler fredonnait d'une voix forte et sans s'arrêter. Le sujet muet appuyait ses jambes de toutes ses forces, d'abord la droite, puis la gauche, puis de nouveau la droite, afin d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer. Le dernier sujet gardait sa tête au-dessus de son oreiller et clignait des yeux rapidement. Ayant été le premier à avoir été relié à l'électroencéphalogramme, la plupart des chercheurs observaient ces ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais affichaient parfois inexplicablement une simple ligne. C'était comme s'ils subissaient plusieurs morts cérébrales, avant que tout ne redevienne normal. Comme ils se concentraient sur le papier qui sortait du moniteur, seule une infirmière a vu ses paupières se fermer au moment où sa tête est retombée sur son oreiller. Ces ondes cérébrales se sont immédiatement muées en celles du sommeil profond, puis la ligne droite est apparue pour la dernière fois, alors que son cœur s'arrêtait. Le seul sujet restant en état de parler s'est mis à crier pour être scellé immédiatement. Ces ondes cérébrales montraient les mêmes lignes droites que celui qui était mort après s'être endormi. Le commandant a donné l'ordre de sceller la chambre avec les deux sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chercheurs. Un des 3 qui ont été nommés a immédiatement sorti son revolver et tiré une balle entre les 2 yeux du commandant, puis a retourné son arme contre le sujet muet, lui faisant également sauter la cervelle. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. « Je ne me laisserai pas enfermer là-dedans avec ces choses. Pas avec vous, a-t-il crié à l'homme attaché à la table. Qu'est-ce que vous êtes, a-t-il demandé. Je dois le savoir. Le sujet a souri. Est-ce que vous avez oublié si facilement? A répondu le sujet. Nous sommes vous, nous sommes la folie qui est cachée dans chacune d'entre vous, suppliant d'être libérée à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. Le chercheur a marqué un arrêt. Puis il a visé le cœur du sujet et a fait feu. L'électroencéphalogramme a alors affiché une ligne droite, tandis que le sujet s'étranglait, laissant faiblement échapper quelques mots, si, près d'être libre. Pas mal. Et voilà YouTube. Je poursuivrai dans la deuxième partie. N'oublie pas de laisser un pouce et d'aimer la vidéo. Tant que nous nous retrouverons bientôt dans la prochaine vidéo, de la 3e partie du duel, des légendes et mythes du paranormal. À très vite, pour de nouveaux débats.